Et c'est donc parti pour l'Inside the Dock, 140 km à l'ouest du paradis. Yolana, bonjour à tous. Bienvenue pour cet Inside Doc pour le film en compétition 140 km à l'ouest du paradis. Donc j'ai le plaisir de recevoir sa réalisatrice, Céline Rouzet. Alors Céline, j'ai plein de questions pour toi, plein. Parce que voilà, un film sur une région, je vais dire méconnue, même si au FIFO c'est pas la première fois qu'on a des films sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais enfin bon, c'est pas quand même des régions qui sont très connues en général. Et première question, pourquoi ce film? Comment t'es venue l'idée de traiter de ce sujet? Est-ce que tu connaissais la région? Enfin voilà, pourquoi? Alors, c'est une longue histoire. J'imagine, je m'en doute. Mais en gros, ça part de mon enfance, parce que quand j'étais petite, je rêvais d'aller dans la jungle, vivre auprès de tribus que j'avais complètement fantasmées. Et voilà, c'est une espèce de rêve comme ça qui est resté en moi jusqu'à ce que je fasse des études de journalisme et qu'un jour je tombe sur une conférence avec deux chefs de tribu, Ouli, Papou. Et là, mon fantasme tout à coup était sous mes yeux et je me suis dit pourvu que quelque chose de spécial se produise. Et je devais être un peu la seule petite jeune de la salle. Et un des deux chefs, Ouli, a mis deux chaises au milieu de la pièce et est resté avec moi toute la soirée. Et voilà, ça a été c'était un pays dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai voulu aller là-bas avec mon désir qui l'a emporté sur toutes les complications que ça allait vouloir dire, parce que c'est quand même très loin, c'est très ambitieux. Un premier film dans un pays aussi dangereux, aussi loin, quand on est une jeune femme de 25 ans. Et en fait, donc j'ai fait un premier voyage. Là, j'étais pas encore, j'étais une étudiante avec une bourse de voyage, des filles jeunes. Et je me suis heurtée à un pays bien plus violent, brutal et complexe que ce que j'avais imaginé. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas comprendre aussi, que c'était très naïf, tout ce que j'avais pu imaginer sur ce pays, et cette envie comme ça de le comprendre aussi instantanément. Et j'ai compris aussi, en fait, je me suis retrouvée face à des gens qui avaient un mélange d'admiration et de rancœur vis-à-vis des Occidentaux. Et ce qui m'a intéressée, c'était plutôt... j'ai détourné le regard plutôt que de m'intéresser à ces tribus en parure, dansant dans une nature préservée. Je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était l'influence occidentale et ce que notre monde leur faisait. Et donc, je suis allée plutôt d'abord dans une ville minière. J'ai fait un documentaire radio pour Radio France là-bas. En fait, j'ai fait plusieurs documentaires radio dans ce pays. Un article aussi pour Le Monde Diplo. Et ensuite, en fait, quand j'étais là-bas, j'ai entendu parler d'ExxonMobil, donc géant pétrolier américain, donc c'était en 2009, qui venait de s'installer au cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Highlands, qui est l'un des derniers endroits au monde explorés par les Occidentaux. Donc les premières explorations, le premier contact, ça a été dans les années 30, en 1930. Et en fait, ce que j'ai entendu, c'est que Exxon venait là-bas et qu'ils allaient donc exploiter le gaz naturel sur des terres ancestrales, héritées des ancêtres, et qu'ils allaient arroser la région de millions de dollars. Et je me suis demandé, tiens, mais qu'est-ce que ça donne, une société tribale inondée d'argent? C'était ça mon film. Et en fait, je suis allée là-bas, ça a pris beaucoup de temps, ça a été assez compliqué et passionnant. Et en fait, le film n'a jamais été là-dessus, puisque l'argent n'est jamais tombé. Donc ça a été plutôt un film sur l'attente et ses fausses promesses, mais quand même comment cet endroit est corrompu par l'argent, comment ces gens regardent vers nous. Nous, on regarde vers eux en cherchant les survivants d'un paradis perdu, et eux regardent vers nous en rêvant de modernité. Et c'était cette espèce de rencontre impossible entre deux mondes que je suis allée filmer, en fait. Oui, il y a une dualité qu'on sent bien dans le film. Donc, du coup, je m'en doutais un peu, mais donc, du coup, tu avais 25 ans quand tu es partie en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La toute première fois, je devais avoir une petite vingtaine. Ouais. Et ce film, je crois que j'ai commencé quand j'avais 25 ans. Il a pris 10 ans, j'en ai 36. Voilà. C'était ma deuxième question, parce que on sent aussi le temps que les choses prennent, puisqu'on voit quand même l'évolution aussi de cette tribu, de cette famille que tu suis. Donc, du coup, pour le tournage du film, ça a duré combien de temps, en fait
En fait, c'est surtout la recherche de financement, l'écriture du film, les premiers repérages. Donc, j'y suis allée une première fois. En fait, je me suis dit, c'est un premier long métrage, un premier film. Il faut que j'acquière une crédibilité. Donc, j'ai d'abord fait du reportage radio pour France Inter et un article pour Le Monde Diplo sur ce sujet. Puis, j'ai trouvé une productrice. Je suis allée là-bas en repérage. J'ai passé un mois là-bas. Et ensuite, je suis allée tourner une première fois. Et après, j'ai attendu 5 ans le second tournage qui vraiment représente les 3/4 du film. Voilà, donc c'était ça la question. Oui, c'était ça la question. Enfin, tu m'as donné plus, mais c'est très bien. Et donc, je te posais la question en aparté, mais bon, dans le film, on le sent, en fait, tu as appris à parler le pidgin, donc du coup, parce que, voilà, on voit bien qu'eux ne parlent pas anglais, donc on voit qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous. Et du coup, leur langue est très présente dans le film. Moi, j'ai trouvé que c'était agréable aussi. Voilà, d'entendre comment les gens parlent, d'entendre la sonorité. Et du coup, tu as appris. C'était facile, c'est long. Enfin, je sais pas. Ça peut paraître un peu naïf comme question, mais je trouvais que c'était quand même assez remarquable. Donc, du coup, combien de temps t'as mis pour apprendre ? En fait, la langue que je parle avec eux, c'est le pidgin, qui est la langue véhiculaire du pays, qui est héritée de l'époque coloniale. C'est une langue assez simple mais très imagée. Et en fait, là, pour le coup, pareil, c'est vraiment mon histoire avec la Papouasie, le fait que j'ai fait plusieurs voyages, même avant ce film. J'ai appris, à chaque fois, j'ai toujours vécu chez l'habitant, en passant 1 mois ou 2, et en y allant une fois tous les 2 ans, à peu près. Et donc, je ne sais pas, de voyage en voyage, ça... C'est venu. Et c'est venu de façon très orale, en fait. C'est une langue, j'ai jamais appris d'autres langues comme ça. Après, dans ce film, il y a le Huli. En fait, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un pays où il y a 800 communautés linguistiques différentes et 800 langues différentes. Et donc, ce dialecte Huli, qui est très complexe, qui est impossible à apprendre pour moi parce qu'il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas de livre. Et donc, il y a des parties, des scènes qui sont en Huli. Moi, j'avais repéré quelques mots, comme compagnie, money, femme blanche, etc., pour savoir un peu... Pour avoir le sens général des phrases, d'accord. Ouais. Et alors, moi, il y a 2 passages... J'imagine que c'était dans les mêmes moments qui m'ont vraiment beaucoup intéressée. C'est qu'à un moment, donc, tu filmes les femmes qui sont en train de dessiner, de raconter une histoire en même temps. Je trouvais que c'était vraiment saisissant parce que cette façon d'imager son propos, alors je ne sais pas si c'est elles qui le font comme ça ou si c'est quelque chose de traditionnel, mais je trouvais que c'était vraiment... puis où, à un moment, on ne sait plus si elles sont en train de raconter une histoire ou d'en rêver une autre ou de faire un film. Enfin, c'est vraiment très intéressant, cette séquence. Est-ce que c'est quelque chose de traditionnel ou cette façon de dessiner et de raconter en même temps, comme ça ? Pas du tout, en fait. C'était pour expliquer t'expliquer à toi, la Blanche, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, mais en fait, je suis hyper contente de cette séquence parce que, en fait, ça me venait du tournage d'avant où j'avais parlé avec des hommes. En fait, on est quand même dans une société patriarcale où les femmes ont très peu le droit à la parole et peu confiance en elles. Et même si souvent elles ont une personnalité très forte. Et en fait, je me souviens d'une personne qui m'avait dessiné. Moi, j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Et justement, les dessins étaient assez techniques. Et là, je ne sais plus comment ça m'est venu, mais je me suis dit, tiens, et si c'était elle qui me racontait à travers un dessin ? Mais je ne m'attendais pas à ce que ça devienne aussi, effectivement, imagé sous forme d'un récit. Et c'est devenu extrêmement incarné. Et j'étais très, très heureuse parce que c'est difficile de donner une place à des femmes dans ces sociétés-là, et notamment même quand on fait un film, alors que pour moi, je suis très sensible à ça. Mais j'ai quand même construit ce film avec beaucoup de personnages masculins, puisque c'est eux qui prennent la parole, qui vont chercher... Qui sont dans l'action, ouais. Et là, de leur donner cette parole et cette place, déjà, ça marche extrêmement bien. Et c'était très beau, quoi. Oui, non, j'ai trouvé aussi. Puis c'est plein d'humanité parce qu'on sent qu'elle plaisante, elle rigole. On sent quand même une certaine joie de vivre qui, du coup, est très touchante et qui, nous, forcément, pour des Iliens, pour des Océaniens, ça nous parle. Mais... c'est pour ça que je te posais la question, que c'est vrai que ça faisait un contraste assez saisissant avec le monde des hommes, où on est beaucoup, du coup, là, dans un caractère plus violent, plus revendicatif, et où, en effet, ils doivent gérer les problèmes du clan. Donc, voilà, je me demandais si c'était traditionnel. Alors, pour en venir aux hommes,
Donc en fait, on a quand même, donc tu suis une famille où il y a plusieurs protagonistes, donc un frère absent puisqu'il est décédé, mais qui est quand même très présent dans le film. Hein, on sent voilà sa présence très forte. Et puis donc son autre frère qui essaye de régler les problèmes du clan et justement pour récupérer l'argent promis par la compagnie. Et je trouvais ça extraordinaire parce que donc on le voit, je vais pas dire tous les jours, mais enfin on le voit quand même à de multiples reprises aller devant le portail. Et il peut jamais rentrer, il peut jamais rencontrer les gens, quoi. Et c'est quand même assez incroyable. Et du coup, je me demandais est-ce qu'il les a rencontrés un jour? Est-ce qu'au final, il a pu rentrer et franchir ce portail ou La dernière fois que je lui ai posé la question, c'était non. Après, enfin voilà, c'était non la dernière fois. Oui, voilà, donc on sent en fait les protagonistes viennent devant le portail, on les appelle, on les laisse rentrer, ou on les laisse pas rentrer. Donc lui, il y a toujours une excuse pour ne pas le laisser rentrer. Et je trouvais qu'à chaque fois, il prenait ça aussi avec beaucoup de patience ou de résignation, de philosophie. Et il me semble que, c'est un peu l'ambiance générale, j'allais dire, qui se dégage du film. En fait, il y a une espèce d'acceptation, mais dans de la résignation de la situation qui est à la fois force le respect et en même temps est assez triste quand même. En fait, c'est très ambigu le rapport que les Houlis, que les Papous entretiennent avec le pouvoir et avec les forces en place. Et c'est un mélange. En fait, je crois qu'ils ont toujours été dans un grand respect des chefs. Et donc, ExxonMobil, le gouvernement, représente ça. Et ils sont à la fois dans une admiration et un grand respect, et dans une rancœur et une colère, parce que c'est aussi des gens qui sont capables quand on les humilie, quand on les méprise, ils sont capables de sortir leur machette et d'attaquer. Enfin, il y a vraiment d'exprimer leur colère très fortement. Mais c'est vrai que moi, j'ai pu voir aussi à travers ces 6 ans, 5 ans, j'ai pu voir cette résignation, notamment à travers les meetings politiques. J'allais t'en parler justement quand tu parlais du pouvoir, parce que c'est quand même assez... c'est fou comme scène. En fait, le premier... nous, on a décidé de construire le film sans... on a décidé de lier toute la temporalité du film pour en faire une temporalité unique. Mais en fait, le premier meeting a lieu 5 ans avant, et les 2 autres meetings ont lieu au moment du 2e tournage. Et sauf qu'en fait, rien n'a changé. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette temporalité-là. Et en fait, en revanche, moi j'ai trouvé que c'était plus vivant et qu'il y avait quand même le premier meeting, il y a quelqu'un qui conteste. Oui, tout à fait. Là où les meetings suivants, tout à coup, ça devenait de plus en plus silencieux, de plus en plus résigné, même au niveau de leurs vêtements. Il y avait moins de couleurs. Enfin, moi j'étais assez désespérée de voir qu'ils étaient en train de perdre leur force, en fait. Oui, parce que c'est terrible, et on les voit presque se faire gronder comme des enfants, en fait. Et c'est leur faute. En fait, dans le discours du politique, si tout va mal, c'est parce que c'est leur faute. Et je trouvais qu'il leur dit donnez leur terre, et si vous ne les donnez pas, c'est votre faute si rien ne va, ce qui est quand même, c'est quand même assez fou. Et c'est vrai qu'on les voit tous un peu contestés, mais pas tant que ça, en fait, quoi. Et c'est ce qu'on retrouve aussi même chez... En fait, oui, il y a une entreprise de culpabilisation. En fait, on assène en permanence à ces gens que, effectivement, le développement ne viendra pas tant que vous restez comme vous êtes. Il faut que vous changiez. Il faut que vous vous adaptiez. Et il y a aussi une scène avec un prêcheur. Et ce prêcheur vient aussi... Donc, la religion vient leur taper... dessus, les politiciens, et voilà, on est vraiment c'est des gens qui sont en train de perdre confiance en eux, de perdre à la fois de perdre leurs valeurs, confiance en eux, le fondement de leur identité qui est la terre, les noms, les noms qu'on donne à la terre, leur langage. Oui, c'est vrai que c'est aussi un sujet que tu abordes, et bon, on ne peut pas s'empêcher forcément, quand on regarde un documentaire, de faire un parallèle avec les situations qu'on connaît. Hein. Et donc, on sent qu'il y a un déracinement qui est physique déjà, puisqu'on les prend, on les bouge d'endroit, et que du coup, ils perdent leur rapport à leur terre ancestrale, mais que également, c'est ce que tu évoques dans le film, au final, ils finissent par perdre le nom des lieux où ils étaient. Il n'y a plus que quelques personnes qui les retrouvent. Donc là aussi, c'est des situations que malheureusement on connaît aussi beaucoup dans l'ensemble de l'Océanie. Alors dans le film, et là c'est aussi une position particulière,
tu te places toi comme personnage en fait, puisque c'est toi qui raconte l'histoire. C'est un choix qui était venu dès le départ ou c'était pour arriver à lier tout ça et à lier cette histoire? Parce que tu es quand même, enfin je veux dire, on sent ton histoire dedans, on sent, comme tu le dis, que tu arrives avec un a priori, que tu trouves pas le paradis que tu cherches. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure du montage du film, de te positionner dedans. Oui, quand même. Enfin, j'avais évidemment l'intuition d'une voix off dès l'écriture, mais en fait, idéalement, je pense que j'aurais voulu, peut-être faire ce film sans ma voix off, et je voulais surtout pas que ce soit une voix off écrasante, parce que je voulais pas être dans un surplomb. Pour moi, c'est eux, leur donner la parole à eux, c'est eux qui doivent exister en premier, et ma voix devait venir les accompagner et peut-être ajouter de l'émotion. En fait, au montage, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça permettait de vraiment... C'est quand même une histoire complexe. C'est un lieu qui est très méconnu, avec ses propres règles, ses propres valeurs, enfin ses propres codes. Donc ça demande quand même un tout petit peu d'accompagnement, pour un public occidental en tout cas. Et c'était une manière aussi d'affirmer ma place. À un moment, j'ai un regard, je ne suis pas neutre. Et je crois que j'avais besoin d'affirmer le fait d'où je parle. Mais c'est vrai qu'en tout cas au montage, il y a eu un avant et un après voix off, et la voix off amenait de l'émotion parce que je parlais cette voix off, elle n'est passée que par les personnages. C'est-à-dire que je ne raconte. Oui. Je parle pas on les vraiment de moi, entend, mais voilà, ce que j'allais dire, on les entend quand même beaucoup, mais c'est vrai que ça donne un lien et une perspective qui est un peu différente. Alors, il y a aussi une séquence qui m'a beaucoup marquée à un moment. Donc, tu es dans une, je ne sais pas si c'est une cérémonie ou un festival, et tu filmes un enfant qui te regarde, et il y a j'ai trouvé cette scène assez saisissante parce qu'on sent que c'est une espèce d'échange qui dure longtemps. Il y a vraiment la présence du regard, et c'est assez intriguant en fait la présence de ces enfants dans les cérémonies et la façon dont celui-ci regarde la caméra. Est-ce que tu peux m'expliquer cette scène? Parce que j'ai trouvé... Je ne sais pas si la question venait de lui ou de toi. Enfin, il y avait vraiment il y a un moment dans le film où ça fait une espèce de pause aussi, parce qu'il y a comme un brouhaha autour de lui, et puis tout d'un coup, c'est comme si le temps du film s'arrête avec cet enfant. Tu vois de quelle scène je parle? Tu parles de la première ou Non, la deuxième, celle qui est à peu près au milieu du film, où il y a un enfant qui regarde la caméra, qui est tout en blanc. Ils sont tout en blanc, tous. Enfin, on voit beaucoup de scènes avec des enfants qui ont l'air assez interrogatifs quand même. Je crois que c'est au moment du show touristique. Oui, c'est ça. Et c'est au début. Voilà, c'est au début. Bon, voilà. C'est là pour le coup, c'est vraiment la magie du tournage. Je savais comment je voulais filmer ça. On en avait beaucoup parlé avec mon chef opérateur Zoltan Ovil. Et il a eu c'est quelqu'un qui sent les choses, et c'est beaucoup mon chef opérateur aussi, qui à un moment, on a vu cet enfant et qui a su capter quelque chose de lui. Et ça a donné ce plan séquence qui est assez saisissant, qui est très très beau, qui moi aussi me bouleverse avec ce regard. Parce qu'en fait, c'est quand même. Je crois que beaucoup de choses passent à travers son regard, et cette façon qu'il a de nous regarder avec un mélange de défiance et de désespoir. En tout cas, on projette beaucoup de choses sur son visage, et j'étais moi-même très très surprise de voir ça en fait. Donc du coup, vous l'aurez compris, c'est quand même un film très fort, avec à la fois des images et des échanges qui sont assez saisissants. Donc tu disais, c'était ton premier documentaire, c'est ça? Et j'imagine qu'une fois que tu l'as terminé, ça a dû être aussi quelque chose d'éprouvant, pas seulement de le faire, mais aussi de le finaliser. Depuis, tu es reparti sur d'autres projets, ou ça t'a épuisé et tu as besoin de reprendre ton souffle? En fait, comme ce film a pris beaucoup de temps à se faire, j'ai commencé à développer il y a quelques années une fiction là, je suis censée... le tournage devrait se faire cet été. Donc, en fait, c'est bien, je peux quand même vraiment enchaîner. Après... Sur la région ou rien à voir? Non, rien à voir. Même si j'ai quand même en tête... Je suis un peu fatiguée quand même de cette longue aventure. Ça c'est sûr que faire un film à l'autre bout du monde, c'est très très dur, parce qu'il se passait toujours des choses, et j'avais toujours cette frustration de pas pouvoir suivre. C'était très éprouvant. Mais c'est vrai que j'ai quand même en tête, je peux pas m'en empêcher, toujours des projets compliqués, et j'ai en tête une fiction qui se passerait là-bas. Maintenant, avec le Covid, tout ça, heureusement que c'est plus compliqué aussi, oui, tout à fait. Donc du coup, tu te lances plutôt dans la fiction, qui est un travail différent, j'imagine.
Oui, c'est assez personnel. Après, ce qui est marrant, c'est que c'est un drame fantastique, une histoire de vampire. Ah oui, du coup, donc rien à voir. Oui. Mais en fait, il y a un vrai lien parce que c'est aussi l'histoire d'une famille qui, en cherchant une vie meilleure, sent que la terre se dérobe et est en train de foncer dans le mur. Et en fait, ça parle aussi de la peur des voisins, de la violence de la norme. Voilà, évidemment, on retrouve des thématiques. Oui, parce que bon, c'est vrai que je l'ai dit rapidement, mais on sent, et là aussi, bon, c'était une question peut-être un petit peu naïve, mais c'est vrai qu'on sent qu'on est quand même dans une société qui peut être violente. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le fait que il peut y avoir des règlements de compte avec Machette, des familles qui sont massacrées. Tu as le courage quand même d'aller les filmer, d'être là. Donc j'imagine qu'il y a eu quand même des moments qui ont dû être assez forts, voire effrayants pour toi. Comment on vit tout ça quand on est une jeune fille à l'autre bout du monde, au milieu de cette violence ? C'est pour ça que je dis, elle est peut-être un peu naïve, ma question, mais bon. Non, enfin, elle a été fondamentale, je crois, pendant toutes ces années. En fait, ce pays est assez vite devenu à la fois un rêve et un piège pour moi. C'est-à-dire un endroit qui me fascinait, qui m'a fait grandir. Et voilà, ça m'émeut ça m'émeut d'en parler parce que... Oui, je comprends bien que voilà, tu en sors pas indemne, peut-être physiquement, mais pas forcément émotionnellement. Et donc voilà. Oui, ça a été aussi des cauchemars, quoi. Ça a été aussi beaucoup de peur. C'est quand même une violence qu'on s'inflige aussi quand on va quand on mène des projets comme ça. Et en même temps, j'en ai retiré tellement de joie, enfin voilà. Et puis ces rencontres étaient magnifiques. Donc voilà. Donc après, je crois que d'être une jeune femme, ça change pas grand-chose. Et d'ailleurs, le fait que je sois allée là. Ce qu'on me disait, c'est que peut-être je dégageais pas. Quand on est une jeune femme, on dégage pas d'agressivité. Et peut-être ça me protégeait. Et moi, j'étais très fière de vraiment faire. C'est pas parce que je suis une femme que j'avais forcément peur d'aller là-bas. C'est ce que tu veux dire, bien sûr. Ouais. J'ai évidemment fait très attention. Et puis c'est quand même un pays. J'ai vraiment fait l'expérience de ce que c'est que d'être dans un endroit où on est en état d'alerte permanent. Et où même la nuit, on a peur d'être attaqué. Donc ouais, ça, moi je pense à eux. Quand après je reviens dans ma ville à Paris et qu'on me dit que la ville est dangereuse, je me dis mais nous, là-bas, on est sous couvre-feu permanent. On peut pas marcher dehors. Déjà, les Occidentaux ne marchent pas dans la rue. Et la nuit, dès que le soleil se couche, tout le monde rentre chez soi. En fait, c'est pas possible de marcher dans la rue la nuit. Donc, après, quand on revient de ça, on se dit qu'on a une liberté énorme de pouvoir vivre comme on vit, quoi. Ouais. Oui, non, j'imagine que c'est une grande leçon. Je te regarde sur le timing. T'inquiète, il n'y a pas de menace, c'est juste au cas où il y a des questions. Voilà ce que j'allais dire. Est-ce que peut-être quelqu'un a des questions sur le film ? Écoute, pas de questions. Bah, tu peux clôturer du coup comme tu le désires, puisqu'il n'y a pas de questions. Écoute, je vous engage à aller voir ce film parce que c'est à la fois, comme je disais en préambule, on a eu quelques films au FIFO sur la région, mais c'est vrai que ça reste des problématiques qui sont quand même méconnues, où il y a peu de gens qui vont, donc bravo à toi hein, déjà. Et donc, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le film que j'aurais omis de dire. Donc, je pense qu'on a bien balayé quand même. Hein, voilà. Oui, je pourrais à la fois en reparler pendant des heures et en même temps, oui, on va éviter. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir le film, ou en présentiel à la Maison de la Culture, ou pendant toute la semaine, encore jusqu'à dimanche, sur notre plateforme numérique. Voilà, donc un film qui va certainement vous faire voyager. Puis comme je le disais, il y a de façon beaucoup moins évidemment prégnante, mais il y a quand même aussi des problématiques de langue et de culture, de terre qui vont, je pense, parler aux Polynésiens et aux Océaniens. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez encore une semaine pour découvrir ce film très fort. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas.